Bonjour et bienvenue à tous qui nous suivez sur toutes les différentes plateformes où nous sommes en direct. Wati vous remercie vraiment pour votre présence et pour votre intérêt constant pour ces tables rondes virtuelles qui permettent de poser le débat sur des questions d'importance majeure pour le développement de la région. Réfléchir ensemble pour trouver des solutions ensemble avec des acteurs du terrain, c'est vraiment l'objectif des tables rondes virtuelles de Wati. Je suis Congoline Adidjet, chargée de communication à Wati, et c'est un plaisir pour nous de retrouver nos panélistes pour cette table ronde virtuelle en prélude du forum sur les inégalités au Sahel organisé par Oxfam Sénégal. Euh, le forum se tiendra les 11 et 12 juillet 2023 à Dakar. Chers panélistes, bonjour et merci beaucoup encore d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Wati et à Oxfam pour cette table ronde virtuelle qui promet d'être enrichissante. Les présentations en détail des panélistes seront faites plus tard. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Ndera Ndiaye, directrice d'Oxfam Sénégal, pour son propos introductif. Madame Ndiaye, vous pouvez activer votre micro et Il est commencer ouvert votre... maintenant, je pense. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, on vous reçoit très bien. Merci beaucoup, Congoline, et bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce webinaire organisé par Wati et Oxfam sur pourquoi un forum sur les inégalités au Sénégal. En introduction, je voudrais dire combien je suis heureuse d'introduire ce webinaire dans une atmosphère aussi paisible au Sénégal, une atmosphère qu'on a tant espérée ces dernières semaines. En tout cas, moi, et je crois que beaucoup de monde ont tous espoir que le Sénégal continue dans cette voie pour le bien collectif de tous, non seulement du Sénégal, mais également de la région du Sahel. Je suis également heureuse qu'un tel espace d'échange ait été organisé pour mettre en perspective les discussions que nous allons avoir lors du forum sur les inégalités au Sahel dans quelques jours. Le forum va réunir effectivement des organisations de la société civile sahélienne, les mouvements de jeunes et de femmes, les bailleurs, les institutions régionales, tous ceux qui s'investissent pour le développement dans le Sahel, mais également la paix dans le Sahel, pour échanger sur les inégalités dans cette sous-région et proposer des solutions transformatrices. Alors, avons-nous encore une fois une opportunité de repenser le Sahel, pardon, donc de repenser le Sahel pour plus d'égalité? C'est ce en quoi Oxfam et la plupart de ses partenaires, si ce n'est tous, croient. Nous croyons qu'effectivement, face à l'ampleur des crises, qu'elles soient politiques, humanitaires, économiques, environnementales, climatiques, alimentaires et sécuritaires, toutes ces crises qui sévissent dans le Sahel et qui se sont aggravées au cours des dernières années et pour lesquelles des réponses sécuritaires dominantes ne réussissent pas forcément, Oxfam croit qu'une approche alternative est possible. Nous y croyons parce que dans le Sahel, les mouvements sociaux et la société civile, la jeunesse et les femmes sont les vrais acteurs du changement et l'espoir de la région. La situation du Sahel n'est pas pour nous une fatalité, mais le résultat de choix politiques et d'imaginaires qui ont creusé les inégalités entre les plus démunis et les moins démunis, entre les populations ayant accès aux ressources économiques, au pouvoir politique et à l'exercice des droits fondamentaux et les groupes marginalisés qui s'en trouvent exclus. Des choix qui ont profondément brisé la confiance entre les gouvernants et les populations sahéliennes et qui détériorent le tissu social entre les populations, entre la population et les gouvernants. Les inégalités dans le Sahel alimentent les injustices et les tensions entre divers groupes de population. Et c'est pour cette raison qu'à Oxfam, nous croyons fondamentalement que nous devons refonder le contrat social entre les populations et les États responsables et redevables qui doivent lutter contre les inégalités dans tous les domaines de la vie au cœur de l'action publique. Ce serait vital pour la construction de sociétés sahéliennes qui soient inclusives et résilientes. Le Forum sur les inégalités dans le Sahel veut instaurer un dialogue constructif entre différents acteurs investis au Sahel
pour promouvoir des politiques prenant en compte la lutte contre les inégalités. Pour nous, la réduction de ces inégalités est primordiale pour résoudre toutes ces crises que j'ai citées plus haut et jeter les bases d'un développement harmonieux où tout le monde aura sa place. On met particulièrement l'accent sur l'augmentation, en tout cas au niveau d'Oxfam, sur l'augmentation des investissements sur les services sociaux de base, par exemple un meilleur accès à l'éducation, à la santé ou encore à la protection sociale. Nos solutions se trouvent dans la capacitation des États pour qu'ils puissent avoir réellement les moyens de mobilisation de ces ressources de manière interne ou externe et qu'il y ait une meilleure utilisation de ces ressources, notamment pour les services sociaux de base. Les solutions que nous préconisons mettent au milieu et vraiment à une place centrale le rôle de la femme et des jeunes qui sont souvent marginalisés ou sont les premières victimes de ces inégalités, pourraient pourtant jouer un rôle primordial que personne ne pourrait leur nier. Leur participation aux politiques publiques qui les concernent en premier lieu doivent être dorénavant une priorité pour les États, mais également pour les organisations de la société civile que nous sommes, ainsi que les bailleurs de fonds qui s'intéressent au développement du Sahel. Dans un contexte sahélien où on assiste à une restriction grandissante de cet espace civique dans lequel nous évoluons, nous nous investissons également pour la promotion et la protection de l'espace civique qui, selon nous, est un moyen efficace pour permettre aux citoyens de jouer pleinement leur rôle de contrôle citoyen de l'action publique. Donc, autant de sujets qui sont inscrits au cœur de notre débat d'aujourd'hui, mais également de notre débat de la semaine prochaine, de notre combat contre les inégalités et auxquels vous pourrez apporter des idées novatrices certainement, et pour qu'ensemble, on puisse apporter des solutions concrètes pour réduire les inégalités dans le Sahel, mais également dans l'Afrique. Je ne pourrais finir mon propos sans remercier vivement l'équipe de Wati, qui a été partie prenante de l'initiative du Forum régional sur les inégalités au Sahel depuis les premières réflexions concernant son organisation. Il nous permet aujourd'hui d'avoir un pré-forum qui va nous donner un avant-goût des échanges qui auront lieu durant le Forum sur les inégalités. Je ne pourrais terminer non plus sans remercier les organisations de la société civile qui ont accepté d'être à côté d'Oxfam au Sénégal pour animer non seulement le webinaire, mais pour également partager leurs connaissances et expériences en matière de lutte contre les inégalités au Sahel. Je veux nommer le CERA-FP, le CERGED, la Ligue sahélienne regroupant des jeunes influenceurs porteurs de voix au Sahel est mise en place avec l'appui d'Oxfam, et tous ces partenaires que je ne pourrais citer, mais qui au quotidien mènent un combat dans la réduction des inégalités dans notre région, qui se sont donnés comme mission fondamentale donc de pouvoir réussir à nos côtés ce forum, malgré leur agenda chargé, mais étant des leaders reconnus dans leur pays et au niveau de la société civile, ils ont tenu à nous accompagner. Je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Kangoline, je vous remercie encore une fois tous et j'espère qu'on va avoir un débat très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Beira Ndiaye, directrice de Oxfam Sénégal, pour ce propos introductif qui nous rappelle la nécessité de ce forum sur les inégalités. Je le rappelle, le 11 et 12 juillet à Dakar. Wati renouvelle son plaisir de travailler avec Oxfam et encore plus sur des thématiques aussi importantes que les inégalités dans la sous-région et en particulier au Sahel. Merci beaucoup. Nous allons donc poursuivre avec M. Gilles Yabi, directeur exécutif de Wati, qui nous fait à son tour son propos introductif. Monsieur Yabi. Oui, merci beaucoup, Hadjet. Un grand merci à Madame Ndiaye et à toute l'équipe d'Oxfam, aux collègues bien sûr de Wati également pour l'organisation de cette table ronde virtuelle. Madame Ndiaye a parlé de pré-forum. Il y aura non seulement le pré-forum, il y aura le forum la semaine prochaine ici à Dakar. On s'est réjoui, comme Madame Ndiaye l'a dit, de l'environnement apaisé
qui va permettre, je pense, le déroulement de ce forum sur les inégalités. J'imagine toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir à anticiper sur les conditions de l'organisation de cet événement à Dakar. Et je voudrais dire qu'il y aura aussi un ou même plusieurs post-forums puisque l'engagement de Wati se poursuivra au-delà de la participation à ce forum pour continuer d'alimenter la réflexion sur la question des inégalités. Je redis à nouveau l'immense plaisir que nous avons à Wati d'avoir pour la première fois un partenariat formel avec Oxfam. Alors, c'est le premier partenariat formel, mais nous avons des échanges réguliers avec Oxfam depuis de nombreuses années. Et donc, je suis convaincu qu'évidemment, ce premier acte ne sera pas le dernier. Et je me réjouis vraiment de cette convergence de vues sur le diagnostic que nous faisons de l'état de la région et sur l'importance des réponses que nous devons apporter, en particulier sur la question des inégalités. Sur la question des inégalités, je voudrais essentiellement mentionner qu'on est au cœur de la mission d'Oxfam, qui travaille vraiment sur cette question à l'échelle mondiale. Je pense que vous avez sans doute tous entendu parler chaque année, notamment de ce rapport produit par Oxfam sur la concentration des richesses dans le monde, avec souvent des chiffres extrêmement explicites sur cette concentration des richesses au niveau même de quelques individus sur la planète. Et donc, le travail d'Oxfam sur les inégalités est un travail de qualité reconnu internationalement depuis de nombreuses années, voire de nombreuses décennies. Et à nouveau, je pense que Oxfam est très qualifié pour organiser avec ses partenaires ce forum. Un mot aussi simplement sur la complexité et les inégalités. Lorsqu'on parle d'inégalités, on a peut-être l'impression qu'il s'agit de quelque chose que tout le monde comprend tout de suite. Les inégalités, ça peut être des inégalités de revenus, ça peut être des inégalités d'accès à l'éducation, à la santé, à des services sociaux de base. Ça peut être des inégalités entre hommes et femmes, ça peut être des inégalités entre des individus, ça peut aussi être des inégalités entre des groupes, entre des communautés, par exemple, ethno-régionales. Ça peut être des inégalités entre zones rurales et zones urbaines. Donc, on voit bien qu'en réalité, il y a énormément de dimensions dans les inégalités. Et je pense que la discussion aujourd'hui, mais aussi lors du forum, va aussi permettre d'être un peu pédagogique sur les différentes dimensions des inégalités, peut-être celles qui sont les plus marquées et les plus structurantes dans notre région, au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Un petit mot sur Wati, qui est un think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest. On est une plateforme justement de débat public informé et c'est à ce titre que, à nouveau, je me réjouis d'avoir cette discussion aujourd'hui sur un thème qui fait partie vraiment des thèmes les plus importants pour notre région. Je souligne que dans la discussion, je crois qu'il sera aussi question de faire le lien avec les crises sécuritaires et politiques au Sahel. Et je pense qu'il est important de mettre en lumière justement le lien entre les inégalités de toute nature et la situation que nous connaissons aujourd'hui, qui reste extrêmement difficile au niveau sécuritaire dans notre région. Merci à nos invités, à nos panélistes. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette discussion. Et merci encore à Oxfam de nous donner l'opportunité d'avoir cet échange en prélude au forum qui aura lieu la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous et je nous souhaite d'excellents échanges. Merci. Merci beaucoup, M. Yabi, pour ce propos introductif, succinct mais très substantiel. Je vais à présent laisser pour finir, du coup, laisser la parole à Abba Traoré, chargé de recherche à Wati, pour entrer dans le vif du sujet, avec d'une part la présentation du contexte, mais aussi la présentation des panélistes dans le détail. Et ce sera tout pour moi aujourd'hui, en vous souhaitant un moment enrichissant. Merci encore et à très, très, très bientôt. Merci beaucoup, Adji, de m'avoir donné la parole. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de faire une petite présentation sur la situation, que ce soit politique, économique, sécuritaire, mais aussi environnementale au Sahel. Alors, la situation politique de la région est aujourd'hui caractérisée par de nombreuses crises, instabilité politique,
résurgence des coups d'État, terrorisme, mais aussi l'extrémisme violent. La situation au Sahel est marquée par une série de coups d'État, notamment au Mali en 2020 et en 2021, au Burkina Faso en 2022 où il y a eu 2 coups d'État, mais aussi au Tchad en 2021 après l'annonce de la mort du président Idriss Déby. Son fils Mamad Déby est porté à la tête du pays. L'État est absent dans plusieurs parties du territoire et les services sociaux de base sont quasi inexistants. Les différentes politiques de développement, si elles ont connu des succès incontestables dans beaucoup de régions du monde et du continent, ces politiques ont été très peu efficaces au Sahel. La situation économique au Burkina Faso. Au Burkina Faso, après une reprise économique de 6,9% en 2021, la croissance du PIB a connu une accélération en 2022 à 2,5%, due principalement à une baisse de l'activité minière qui représente 13% du PIB. Mais aussi l'inflation moyenne a atteint 14,1%, alors que le prix des denrées alimentaires ont augmenté de 23,4% en moyenne sur l'année. Au Mali, les sanctions de la CEDEAO en début d'année 2022, combinées aux conséquences de la crise en Ukraine sur les cours des matières premières, ont entraîné un ralentissement de la croissance du PIB estimé à 1,8% en 2022. Au Niger, après 2 années marquées par une croissance terne, l'économie nigérienne s'est fortement redressée en 2022. La campagne agricole favorable de 2022 a tiré la croissance économique, entraînant une augmentation de 7,5% du revenu moyen par habitant. Cette hausse a fait diminuer le taux de pauvreté de 6,4 points de pourcentage entre 2021 et 2022, entraînant une réduction du nombre de pauvres. En 2022, l'économie tchadienne a renoué avec la croissance après une récession en 2020 et en 2021, avec un taux de croissance de 2,4% contre 1,1 et moins 2,2 en 2021 et en 2020. Cette performance résulte principalement de la reprise de la production pétrolière tirée par la hausse des cours mondiaux et l'élévation de l'Ukraine par la Russie. Alors, sur la situation sécuritaire du Sahel, les violences des groupes armés terroristes au Sahel représentent 77% des événements violents recensés en Afrique en 2022, soit 2737 événements violents. Et par rapport à 2021, on a eu une augmentation de 36% selon la CLED. Le décès imputable aux groupes armés terroristes ont augmenté de 63%, donc soit 7889 décès recensés par la CLED. On a 6134 écoles qui sont fermées au Burkina Faso à cause de l'insécurité, mais aussi une augmentation de 40% depuis mai 2022. Cela représente 24% des structures académiques du pays. Le nombre d'écoles fermées dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment, s'élève à 1762 au Mali, 878 au Niger et 134 au Tchad, selon UNICEF. Le Sahel compte plus de 3 millions de personnes ayant fui leur foyer en raison des attaques djihadistes, mais aussi des conflits intercommunautaires. On recense plus de 60% des personnes déplacées au Burkina Faso, avec plus de 2 millions de déplacés internes
Au Tchad, avec plus de 300 000 personnes. Au Mali, avec plus de 375 000 personnes. Et au Niger, avec plus de 360 000, dont les chiffres sont précisés dans le diapo. Et ces données sont du Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies. Les 3 pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, occupent le top 10 des pays les plus touchés par le terrorisme selon le Global Terrorism Index. Le Burkina occupe la 2e place mondiale, le Mali la 4e et le Niger la 10e place. Lorsqu'on voit les effets du changement climatique sur les pays du Sahel, le Sahel est particulièrement vulnérable à la dégradation des terres et la désertification. La région est en effet confrontée à une sévère augmentation des sécheresses, des inondations et autres impacts causés par le changement climatique. Dans les pays du G5 Sahel notamment, jusqu'à 13,5 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté à travers toute la sous-région d'ici 2050 du fait des chocs liés au changement climatique. Les 3 pays du G5 Sahel, notamment le Niger, le Mali et le Tchad, figurent parmi les 7 États les plus vulnérables au changement climatique dans le monde et leur capacité d'adaptation est fortement limitée par la pauvreté et les fragilités. Les émissions combinées par ces pays ne dépassent pas les 1% des émissions globales de gaz à effet de serre et ces pays se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Alors, tous ces facteurs alimentent les inégalités. Je vais maintenant commencer par la présentation des panélistes avant de donner la parole à Babacar qui se chargera de la modération. On a Seynabou Sindiaye. Elle est sociologue spécialisée sur les questions de développement, militante féministe. Elle est conseillère genre et jeune à Oxfam, citoyenne engagée sur les droits des citoyens et des minorités, particulièrement les femmes et les jeunes. Seynabou milite pour la justice de genre, la justice sociale et la justice climatique. Notre deuxième intervenant est Dr Maudounoudji Gilbert. Il est politologue et juriste. Il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de N'Djamena. Il est le fondateur et directeur général du groupe de recherche alternative et monitoring du projet pétrole Tchad et Cameroun, qui est devenu par la suite le Centre d'études et de recherche sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable. Le Dr Gilbert est titulaire d'un doctorat en sciences politiques et sociales, d'un diplôme d'études approfondies en sciences politiques et d'un diplôme d'études complémentaires en relations internationales, politique comparée et d'une maîtrise en communication sociale. Nous avons Zara Issa Abdou. Elle est une jeune femme nigérienne, actrice de la société civile qui milite pour un monde fait d'espoir et de justice sociale. Professionnelle de la santé publique, elle comptabilise près de 10 ans d'expérience dans le domaine communautaire où elle travaille avec la communauté à la base. Elle est aujourd'hui à la tête de l'association Sahel Activiste Niger et elle est également coordinatrice régionale de la Ligue sahélienne contre les inégalités. Et enfin, notre dernier panéliste, pas le moindre, Herman Douagnou, est économiste titulaire d'un diplôme d'études approfondies en économie du programme de 3e cycle interuniversitaire. Il est un acteur chevronné de la société civile. Il est spécialisé dans le suivi des politiques et des budgets publics. De 2002 à 2018, il a travaillé comme chargé de programme pour le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget du Burkina. De 2018 à nos jours, M. Herman est directeur exécutif du Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques. Actuellement, il préside le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso. Ces organisations sont tous des partenaires privilégiés
de l'ONG Oxfam. Depuis 15 ans, il travaille dans des organisations financées par Oxfam. Les projets concernés par cette collaboration sont, entre autres, la réduction des inégalités et la réduction socio-économique et de lutte contre l'extrême pauvreté. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Babacar pour la suite de la discussion. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Ba, pour la présentation des panélistes. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me réjouis de pouvoir vraiment échanger avec nos panélistes sur la question des inégalités au Sahel. Nous l'avons rappelé en début de propos que cette table ronde en ligne est organisée en prélude justement du Forum régional sur les inégalités au Sahel qui sera organisé par Oxfam les 11 et 12 juillet. Et donc, voilà, nous remercions nos panélistes pour leur engagement et aussi pour leur disponibilité. Sans plus tarder, je vais poser ma première question, qui sera la même pour nos 4 panélistes. Et elle est adressée à Madame Zahra Issa Abdou du Niger, qui va ouvrir la discussion. De manière générale, le Sahel connaît aujourd'hui une crise multiforme, économique, sécuritaire, humanitaire et environnementale. Et je pense que Ba l'a montré à travers ces diapos. Et dans ce contexte, pouvez-vous revenir, Madame Zahra, sur les inégalités qui affectent le plus votre pays, donc le Niger, et quelles sont les populations les plus touchées justement par ces inégalités? Quelles sont les principales formes, dimensions, j'allais dire, de ces inégalités? Et pour finir, pensez-vous que la question des inégalités est suffisamment prise en compte dans les politiques publiques dans votre pays au Niger? Madame Zahra. Merci, M. Babacar. Bonjour à tous et à toutes. Donc, voilà, comme vous venez de l'introduire, le Niger, à l'image des autres pays du Sahel, est confronté à une situation de crise socio-politique et économique très importante qui ont des répercussions sur les inégalités. Donc, pour nous, les inégalités qui affectent le plus notre pays, c'est surtout les inégalités liées aux services sociaux de base, les inégalités sociales, donc, et les inégalités économiques. Pour ce qui est des inégalités sociales, nous allons parler de l'accès aux services sociaux de base, tels que l'éducation. Et tout à l'heure, dans la présentation de M. Batraoré, il disait tantôt que déjà, il y a 878 écoles qui sont fermées. Imaginez un peu les populations pour lesquelles les écoles là sont formées et comment ils vont se débrouiller pour aller à l'école. Les inégalités liées à la santé. Quand vous prenez, il y a beaucoup de centres de santé aujourd'hui qui sont fermés à cause de crises sécuritaires et que rien n'est fait ou bien peu d'efforts ont été fournis pour pouvoir soulager cette population. Voilà. Et la couche la plus affectée par ces inégalités, je dirais que ce sont les femmes et les enfants. Ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus victimes. Aujourd'hui, quand vous prenez beaucoup de filles, déjà, le taux de scolarité de la jeune fille au Niger est un peu en dessous du taux de la scolarité de jeunes garçons. Et imaginez-vous dans cette situation de crise, combien de filles ont abandonné l'école, combien de filles n'arrivent pas à accéder au centre de santé pour comment on appelle ça, pour un certain nombre de besoins. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Et si on prend sur le plan économique aussi, la majorité de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Imaginez-vous aujourd'hui avec la crise sécuritaire là, à quel point ça va affecter les femmes et les jeunes. Beaucoup de jeunes sont au chômage, beaucoup de jeunes n'ont rien à faire. Et je trouve que vraiment c'est ça qui sont les inégalités le plus vécues par la population, en général la femme et les femmes et les jeunes. Pour ce qui est de politique, en tout cas, des efforts sont en train d'être faits, mais malheureusement, il y a beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Je ne dirais pas qu'il n'y ait pas des efforts, mais beaucoup reste à faire parce que si nous prenons les femmes et les jeunes font partie de la frange importante de la population du Niger. Et s'ils sont le plus
comment on appelle ça, s'ils vivent le plus les inégalités et que, comment on appelle ça, on n'arrive pas à satisfaire déjà la population générale et que leur situation de femmes et de jeunes fait en sorte qu'elles sont les plus vulnérables. Et j'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Madame Abdou, pour ces éclairages et cette perspective venant du Niger. La même question toujours pour nos autres panélistes, Monsieur Dr Gilbert Maoundonodji du Tchad. La même question aussi. Dans ce contexte, est-ce que vous pouvez revenir sur les inégalités qui affectent le plus votre pays, le Tchad aussi, et quelles sont les populations les plus touchées par ces inégalités? Et la même question aussi, est-ce que vous pensez que les politiques publiques se prennent suffisamment en compte justement cette question des inégalités? Monsieur Maoundonodji, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde et merci pour cette table ronde qu'organise Oxfam avec la facilitation de Wati. C'est pour moi un plaisir de partager les sujets de préoccupation concernant cette thématique en ce qui concerne le cas du Tchad. Parlant des inégalités, la définition a été déjà faite par le facilitateur qui a montré les différentes dimensions que recouvre la notion des inégalités, inégalité d'accès aux services sociaux de base, inégalité monétaire, inégalité de droit, et ainsi de suite. Pour ce qui concerne le contexte spécifique du Tchad, je partirai d'abord des inégalités de revenus qui ont un lien direct d'ailleurs avec l'accès aux services sociaux de base, mais également les inégalités liées au genre. Vous savez, dans le cas du Tchad, quand on prend la situation d'une manière générale, déjà le seuil de pauvreté, c'est 42,3% de la population qui vit avec moins de 2 $ par jour, et ce, quel que soit le milieu de résidence, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Et ceci est dû au fait que c'est une minorité de personnes et d'acteurs qui détiennent la majorité des richesses. Les revenus sont très peu distribués et ça fait que ça affecte les conditions de vie des millions de personnes, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Et donc, la conséquence, c'est que qu'il s'agisse de l'accès aux services sociaux comme la santé, comme l'éducation, comme ma collègue du Niger a évoqué, la concentration des richesses aux mains de quelques personnes et d'acteurs font que même si une commande publique est faite pour pouvoir réaliser des infrastructures dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, au profit des populations en milieu rural, ce sont les mêmes groupes de personnes et d'acteurs qui ont accès à la commande publique à travers les marchés et qui, en fonction de leur desiderata, peuvent réaliser ou ne pas réaliser ces infrastructures au profit de la population. Et donc, du coup, quand vous parcourez le Tchad, vous avez des milliers d'éléphants blancs, donc des infrastructures dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, qui sont inachevées. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, en matière de fourniture des biens et services, les produits de première nécessité dans le domaine de la santé, par exemple, ne parviennent pas à destination. Les équipements ou les matériels pédagogiques qui sont acquis et qui doivent améliorer la qualité de l'éducation à partir des études qui ont été menées notamment par la Banque mondiale, mais également par notre centre de recherche. Vous avez par exemple sur 100 000 francs de matériel pédagogique qui sont achetés, 97 000 francs d'équivalent restent au niveau de la capitale et c'est pratiquement 3% qui parviennent à destination. Et donc, c'est ça qui
illustre les mauvais indicateurs dans le domaine de la santé, les mauvais indicateurs dans le domaine de l'éducation en ce qui concerne le Tchad, comparativement aux autres pays du Sahel. Quand on regarde le rapport d'Oxfam, on se rend compte que le Tchad est parmi les derniers en la matière. Je vais terminer. Et finalement, quelles sont les populations les plus touchées par ces inégalités, du coup? Les populations les plus touchées, ce sont les femmes, les enfants en milieu rural et même dans la plupart des grands centres urbains, il y a une distinction entre les quartiers résidentiels et la périphérie. Dans la périphérie, par exemple, d'une ville comme N'Djamena, qui est la capitale, pratiquement plus de 60% des quartiers n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'énergie et n'ont pas accès aux services de santé. Et donc, il y a les enfants, les femmes, mais également les populations des quartiers périphériques de ces centres urbains. Ce que je veux aussi ajouter comme première dimension une autre dimension des inégalités en ce qui concerne le Tchad, les inégalités d'accès aux droits font que les femmes sont, dans la plupart des cas, marginalisées au niveau des instances de prise de décision, ne peuvent pas participer à la conception, à l'élaboration des politiques publiques, que ce soit à l'échelle communale ou bien à l'échelle nationale. Et donc, les politiques publiques produisent très peu d'impact sur les populations du Tchad. Merci beaucoup, docteur. Alors, la même question aussi à Madame Seynabou Sindiaye du Sénégal aussi. Est-ce que vous pouvez revenir sur les inégalités qui affectent plus le Sénégal? Et là aussi, quelles sont les populations les plus touchées? Et ensuite, pensez-vous que vraiment les politiques publiques justement prennent en compte ces questions liées aux inégalités? Merci beaucoup, Babacar. Alors, je commencerai juste pour illustrer cela par les résultats de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages qui a été menée par l'Agence nationale de l'ANSD, de la stratégie de la démographie, qui montre en fait une amélioration du bien-être au Sénégal qui est matérialisée par une légère baisse du taux de pauvreté. Mais ce qui est important dans cette étude, c'est que la contraction de la pauvreté s'accompagne de la persistance des inégalités. Et l'examen des résultats de ces deux enquêtes révèle par exemple une diminution des inégalités du Sénégal de 0,5 points, passant de 35,6% en 2018-2019 à 35,1% en 2020. L'analyse de l'évolution selon la strate, c'est-à-dire entre les deux examens, met en exergue des contrastes. Et c'est que les inégalités se sont accentuées particulièrement au niveau du milieu urbain, donc à Dakar, alors qu'au niveau du monde rural et des autres milieux urbains, il y a une légère réduction des écarts de niveau de vie. Notre travail, nous, à Oxfam, est basé sur la compréhension des relations de pouvoir inégales, qui est l'une des principales causes sous-jacentes de la pauvreté et de l'injustice. Et parmi ces inégalités, on peut noter l'accès à l'information, à l'emploi, à l'entrepreneuriat, aux facteurs de production, les inégalités liées aux revenus, les vulnérabilités au changement climatique, l'accès aux services essentiels, notamment l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, mais aussi aux soins de santé, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, mais aussi tout ce qui est autour des violences basées sur le genre. Ces inégalités affectent autant pour moi les couches les plus vulnérables, principalement les populations rurales, les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes vivant avec un handicap. Et les populations rurales ont tendance à être plus touchées par les inégalités en matière d'accès aux services de base tels que l'éducation, les soins de santé, l'eau, l'assainissement. Les femmes sont confrontées à des domaines d'inégalité de genre en matière d'éducation, d'accès à l'emploi, de participation politique et de droits juridiques aussi.
Les enfants, les jeunes, particulièrement ceux des milieux défavorisés, ont des défis en matière d'éducation, d'accès à la santé, à la protection contre l'exploitation et le travail des enfants. Les personnes vivant avec un handicap sont particulièrement confrontées à des inégalités en matière d'accès aux services publics, de représentation politique et de participation économique. Et globalement, toutes ces personnes qui vivent dans la pauvreté, qui sont réellement confrontées à des inégalités économiques et sociales importantes. Vous comprendrez donc qu'au Sénégal, les principales dimensions des inégalités sont d'ordre économique, social, environnemental, particulièrement climatique, liées aussi à la représentation, particulièrement pour les femmes et pour les jeunes, les inégalités spatiales, notamment entre les milieux ruraux et urbains, et enfin, et pas des moindres, les inégalités de genre. Des efforts, effectivement, sont faits par le gouvernement qui travaille, bien sûr, avec les organes disons, les institutions de développement, les ONG internationales et les OSC. Mais la question des inégalités n'est pas assez prise en compte, en tout cas dans les politiques publiques au Sénégal. Mais surtout, elle n'est pas prise en compte de la bonne manière, de la meilleure manière. Les interventions sont sectorielles et pas inclusives. Et pour construire un projet de développement, et maintenir un climat de sécurité, c'est important pour toutes les couches de la population puissent participer. Merci beaucoup, Seynabou. Je note déjà qu'il y a beaucoup de similarités entre le Niger et le Tchad et quelques différences avec le Sénégal, d'après vos explications. Mais on se rend compte que c'est toujours la même cible, enfin les mêmes cibles, que ce soit les femmes et les jeunes qui sont vraiment les plus touchés par cette question d'inégalité. Maintenant, nous allons voir un peu la perspective du côté du Burkina Faso avec Monsieur Herman Doagno. Monsieur Doagno aussi, si vous pouvez donner voilà, votre sentiment sur cette question, sur les inégalités qui affectent votre pays et surtout aussi quelles sont les populations les plus affectées et finalement, est-ce que les politiques publiques justement prennent en compte ces inégalités? Monsieur Doagno, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Vous m'entendez, hein? Très bien, allez-y. OK. Donc, il faut dire qu'au Burkina, effectivement, le contexte est un peu similaire, hein, sinon même très similaire au contexte des autres pays. Donc, ça veut dire que nous avons une situation sécuritaire très, très difficile. On a également, au niveau donc, de cette situation-là, ce qu'on appelle la génération des chaos. Voilà, des chaos environnementaux, mais aussi des chaos des crises humanitaires. Si on prend seulement la situation sécuritaire, ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'insécurité a fait en sorte que bon, les populations, il y a eu un déplacement massif des populations. Et comme on l'a vu dans le préambule donc, du webinaire, nous avons autour de 2 millions de déplacés internes. Et il faut dire que ce sont des personnes qui sont parties en laissant tout derrière elles. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles sont démunies, elles sont dépossédées et elles sont exposées à toutes sortes donc, de mauvais traitements, mais aussi à des crises humanitaires. Quand on questionne un peu les populations les couches qui sont les plus touchées, il s'agit principalement des femmes et aussi des enfants qui représentent 58% de ces personnes déplacées internes. Donc, dans ce contexte, il est bien évident que les inégalités donc, qui touchent le Burkina sont les inégalités d'accès aux services publics de santé, d'éducation et la sécurité alimentaire, mais aussi l'approvisionnement en eau potable, l'hygiène, l'assainissement et le logement. Parce qu'avec ces personnes déplacées internes, il faut installer des tentes ou des logis de fortune pour pouvoir les accueillir, et ce n'est même pas définitif.
Il faut leur trouver donc des points de chute, donc des communes hautes ou des villes hautes qui vont pouvoir les héberger en attendant que la situation se stabilise. Donc, de ces inégalités-là, on peut donc relever que le gouvernement essaie d'apporter sa pierre dans le cadre donc des politiques, mais comme l'a dit Sénabou, la coordination des interventions n'est pas vraiment appréciable parce que chaque partenaire intervient comme il entend. L'État également a des interventions, il part, c'est vraiment pas des politiques, j'allais dire, inclusives qui permettent donc d'adresser durablement le phénomène. L'autre chose, c'est que nous vivons également aussi des inégalités de revenus. L'indice justement sur les inégalités a relevé qu'au Burkina, il y a 20% des plus aisés qui détiennent 44% de l'ensemble des richesses du pays. Et dans les zones rurales également, nous avons un taux de pauvreté qui est estimé à 47,5%, contre un taux donc, national de 41,4% de la population qui vit en situation de pauvreté. Si on prend la pauvreté extrême, c'est autour de 78%. Donc déjà, à ce niveau-là, il faut dire que le contexte ne favorise pas du tout, j'allais dire, la réduction de ces inégalités et la réduction de la pauvreté, ce qui fait que, bon, il est assez compliqué. Mais on peut aussi ajouter à ce contexte-là ou à ces inégalités-là le fait que les populations même qui vivent donc dans une grande insécurité ont vu que les denrées de première nécessité, donc les denrées alimentaires, ont connu une flambée des prix parce que le taux d'inflation est passé à 14,1%, un niveau jamais égalé, qui expose donc les populations vraiment à une cherté de la vie jamais vécue au Burkina. Et les populations les plus touchées sont les enfants, les jeunes, les femmes. Sur le plan spatial également, nous avons des inégalités sur le plan spatial. Et là, il faut même dire que le terrorisme s'est un peu nourri de ces inégalités-là qui existaient avant donc, le déclenchement des hostilités entre les régions, parce que le Sahel, le Nord et le Centre-Nord ont été donc des zones qui ont été délaissées, donc où il n'y avait pas de véritables projets de développement conduits par les autorités en son temps. Ce qui a occasionné des frustrations donc, au niveau des populations et au niveau des communautés qui y habitaient. Et donc, ça les a amenés à un moment donné à se prêter donc, à l'enrôlement dans des groupes terroristes armés. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous vivons une situation des moins envieuses, donc avec vraiment une recrudescence donc, des attaques terroristes. Maintenant, par rapport aux politiques, il faut dire... rapidement. Oui, il faut dire les politiques publiques. Il faut dire qu'au-delà de ce que j'ai dit, quand même au niveau de chaque secteur, parce qu'on a une politique nationale de référence, et chaque secteur donc, a une politique donc, qui est liée à cette politique nationale de référence. Mais la non-participation des populations ou des communautés à l'élaboration de ces politiques ou à la conception de ces politiques fait que ces politiques-là ne retracent pas les aspirations les plus profondes de ces populations. Et quand on prend les budgets qui mettent en œuvre ces politiques-là, les parts qui sont consacrées à l'éducation, à la santé et à la protection sociale sont vraiment des parts assez faibles, donc des montants dépensés par habitant qui ne suffisent pas à engendrer un impact important sur la couverture des services et sur la réduction des inégalités. Et pour ce qui est de la fiscalité également, parce que c'est aussi un pilier par lequel on peut jouer sur la réduction des inégalités, il faut noter que les taux d'imposition sur les revenus des entreprises et des individus qui appellent donc à une fiscalité progressive et qui donc est basée sur les capacités contributives donc, des citoyens, n'est pas vraiment ce qui est réel parce que ces taux d'imposition sont très bas
contrairement donc au taux d'imposition donc sur la TVA et puis les taxes sur la consommation, qui viennent gréver donc le pouvoir d'achat donc des ménages. Donc ça fait, ça fait qu'aujourd'hui plus de 40 des recettes sont issues donc de la TVA, et c'est ce qui fait que bon, par rapport à cela également, ce n'est pas très intéressant comme une stratégie. Et nous avons cette question de justice fiscale pour permettre donc aux populations de pouvoir, j'allais dire, contribuer à la hauteur de leurs revenus. Les politiques ou les droits au travail également, parce que nous avons un taux de chômage très élevé. Les politiques de travail restent relativement faibles en matière de droits des femmes et de congés paternaux, et aussi de droits des ouvriers. Vous savez que sur la couverture du droit de personnel ouvrier est limitée, et on note que 13% seulement de la population a un contrat formel. Ça veut dire que les autres, c'est des contrats oraux, s'il en existe, où tous les abus sont possibles. Donc, du coup, on a des éléments, en tout cas, qui amènent à creuser beaucoup plus les inégalités entre les couches de la population, et aussi à faire en sorte que bon, les gens ne se sentent plus dans un État, dans une communauté, et donc nourrissent un peu le sentiment de rejet même de l'État-nation. Merci. Merci beaucoup, monsieur Douagnon. Ce que vous dites est très, très, très important. Et je pense que c'était important aussi de revenir dans chacun de vos pays, justement, sur le diagnostic, sur justement les défis qui s'opposent en termes de lutte contre les inégalités. Et je crois que les cibles sont les personnes qui sont les plus touchées par justement cette question d'inégalité, c'est pratiquement les mêmes, que ce soit du Niger au Tchad, en passant pour Burkina Faso et même au Sénégal. On retrouve vraiment les femmes et les jeunes. Et aussi, on se rend compte que les services sociaux de base, les questions de santé et d'éducation sont aussi des défis qu'il faut continuer à relever voilà, dans vos différents propos. Alors, avant de passer au deuxième tour de table, je vais demander aux différents participants qui nous écoutent qu'ils ont la possibilité de poser des questions sur le chat à nos panélistes, et que dans un troisième temps, nous pourrons relayer justement leurs questions à nos différents panélistes. Voilà. Ils peuvent poser leurs questions dans le chat, je vais les relayer tout à l'heure à nos différents panélistes. Alors, deuxième tour de table, j'allais dire que là, nous allons maintenant passer à la question vraiment des priorités. Quelles sont les priorités pour combattre justement ces inégalités au Sahel? Et ma question est adressée au docteur Gilbert Mondonodji, et la question est la suivante. Ces dernières années, de nombreux instruments régionaux et internationaux ont été mis en place justement pour faire face aux crises et améliorer les conditions de vie des populations justement au Sahel. Nous avons eu le G5 Sahel qui a été créé pour lutter contre justement l'insécurité, mais aussi pour mettre en place une gouvernance et du développement au niveau de la région. Nous avons aussi l'Alliance pour le Sahel qui a été créée pour améliorer justement la coordination des bailleurs internationaux qui sont très nombreux, qui étaient nombreux présents justement au Sahel. Et justement, cette coordination-là n'a pas vraiment permis de voir l'impact justement de ces initiatives de développement. Alors, toutes ces politiques et cet important aussi flux d'aide publique au développement que la région a reçu à raison justement d'un contexte fragile n'ont pas donné jusqu'à présent les effets escomptés, vu la situation actuelle du Sahel. Ma question est la suivante, pourquoi toutes ces politiques n'ont pas pu atteindre justement les objectifs visés au départ? Docteur Gilbert Mondonodji. Merci. Nous savons tous que par rapport à la crise sécuritaire, la crise environnementale et les différentes crises qui ont touché le Sahel, beaucoup d'acteurs internationaux, régionaux, mais également au niveau des pays du G5 Sahel se sont mobilisés pour adresser ces différents défis. Et lorsque nous prenons par exemple l'alliance qui a été créée, Alliance Sahel, pour la période par exemple 2018-2022, dans le cadre de cette alliance-là, à peu près 6 milliards
d'euros ont été annoncés pour pouvoir faire face à ces différents défis. Mais vous savez très bien que lorsque de telles initiatives sont lancées, il y a un certain nombre d'étapes et de phases, notamment de préparation, de mise en œuvre, et qui font que entre les déclarations d'intention de mobilisation des ressources pour alimenter ce fonds, la phase de préparation et la phase de mise en œuvre, les bureaucraties et les lourdeurs font que finalement, ces annonces restent au niveau des déclarations d'intention. Et donc, les ressources annoncées n'ont pas été effectivement mobilisées pour pouvoir adresser les différents défis. Donc, ça pourrait être le premier facteur qui explique que toutes les politiques publiques transnationales, que ce soit dans le domaine de la sécurité ou pour pouvoir répondre aux besoins des populations qui sont affectées, n'ont pas d'impact pour ces raisons-là. En ce qui concerne, par exemple, les pays du bassin du lac Tchad, dont le Tchad fait partie, mais également les pays du Sahel, on constate aussi que le deuxième facteur explicatif, c'est que le Sahel a connu une crise institutionnelle avec le retrait la suspension d'abord de la participation du Mali, puis le retrait du Mali, et l'hésitation d'un certain nombre de pays à l'heure actuelle font que la machine G5 Sahel, qui devait être l'instance politique qui doit donner l'impulsion, n'a pas réellement joué son rôle pour permettre à ce que les ressources qui sont prévues soient mobilisées et affectées pour pouvoir adresser ces défis. En termes de priorité, je ne sais pas s'il faut que je l'aborde maintenant pour pouvoir lutter contre les inégalités au Sahel. Les autres l'ont mentionné. La première priorité, et qui d'ailleurs peut être une alternative à la faible mobilisation des ressources prévues dans le cadre des instruments internationaux, c'est la mobilisation des ressources domestiques. Cette mobilisation des ressources domestiques peut permettre à ce que les services sociaux de base soient accrus et que nous puissions arriver à une situation où l'accès aux services sociaux de base soit un accès universel. Donc, si cet accès aux services sociaux de base se réalise de manière universelle, cela contribuera à réduire les inégalités en matière d'accès, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation ou bien des autres services d'une manière générale. La troisième priorité pour nous, c'est l'élargissement de l'espace civique permettant, par exemple, des réformes au niveau du cadre légal et réglementaire d'action des organisations de la société civile. Je ne connais pas la situation d'autres pays, mais quand vous prenez la situation du Tchad, par exemple, le rétrécissement de l'espace public a eu un impact négatif sur les ONG dont les ressources doivent être contrôlées, sur les organisations de la société civile qui n'ont pas une liberté de mouvement, alors qu'on sait que les OSC ont une très grande proximité avec les populations à la base et donc sont à même de pouvoir les aider à relever les défis ou intervenir pour les accompagner à relever ces défis. Nous savons aussi que ces organisations de la société civile ont une certaine expertise, ont une certaine expérience, une certaine flexibilité leur permettant de pouvoir aller là où les pouvoirs publics ne peuvent pas aller. Or, dans un contexte où l'espace civique est rétréci,
leur liberté d'action est également affectée. Donc, pour pouvoir lutter contre les inégalités, l'autre priorité, c'est donc œuvrer pour l'élargissement de l'espace civique. Une autre priorité, c'est que si les ressources domestiques sont mobilisées, si l'espace civique est élargi et que l'accès aux services sociaux de base favorisé, on peut très aisément lutter contre les inégalités et faire en sorte que les autres aspects soient touchés. Voilà un peu ce que je veux dire très rapidement concernant, Oui, merci, concernant docteur. ces aspects. Merci, docteur. Juste une petite précision. Vous pouvez expliquer à ceux qui ne suivent pas forcément le Tchad pourquoi justement l'espace civique a été rétréci? C'est quelque chose qui est encore plus récent ou bien c'est, voilà, est-ce que vous pouvez expliquer un peu à ceux qui ne suivent pas forcément le Tchad sur ce rétrécissement justement de l'espace civique? Ça date de 2018 lorsque le défunt président et son régime ont décidé de passer à la 4e République, et cette 4e République est caractérisée par ce qu'on appelle la présidence intégrale, et donc c'est en fait un recul au niveau des libertés fondamentales, au niveau des libertés démocratiques, et les lois qui avaient été adoptées, la loi sur les associations, la loi sur le régime des ONG, et tout ça est devenu plus restrictif que ce que la conférence nationale souveraine a permis de mettre en place comme cadre légal et réglementaire régissant les organisations de la société civile, même s'il y a une vieille ordonnance de 62 qui avait cours, mais au moins les activités, les réseaux peuvent se former, les coalitions peuvent se former, les organisations de la société civile peuvent recevoir des subventions des partenaires extérieurs sans nécessairement un contrôle de l'État. Or, avec les réformes de 2018, le cadre légal et réglementaire mis en place ne favorise pas la liberté d'action, la liberté de manifestation, la liberté d'intervention au profit des populations, parce que le gouvernement, non seulement pour les ONG, a exigé un pourcentage sur les financements extérieurs qu'ils reçoivent pour pouvoir accompagner ou réaliser des infrastructures à la base pour la population dans le cadre de l'aide publique au développement de leur pays. Et compte tenu de cette restriction, beaucoup d'ONG, dont Oxfam d'ailleurs, ont beaucoup hésité avant de contribuer ou ne pas contribuer. Et beaucoup d'ONG internationales ont dû quitter le Tchad à cause de ces restrictions. Et donc, c'était très dommageable et ça l'est. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour ces précisions. Je pense que cela, voilà, donne une explication beaucoup plus claire de justement le fait que l'espace soit rétréci par rapport aux droits civiques. Alors, ma prochaine question est destinée à M. Herman Doignon. Monsieur Doignon? Oui. Vous m'entendez? Très bien. Voilà. Sur les pays qui composent justement le Sahel, 5 ont un indice de développement humain faible. Et ces derniers figurent parmi les 20 pays les moins bien classés dans le dernier rapport 2021-2022 du PNUD. Et par exemple, le Tchad est classé à la 190e place sur 191 pays, le Niger 189, le Mali 186, le Burkina Faso 184 et le Sénégal 170. Mais comment ces inégalités peuvent-elles avoir des conséquences sur la croissance économique, justement, des États du Sahel, et comment elles peuvent être des freins, justement, à la réduction de la pauvreté et accentuer les fractures au sein de nos sociétés? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, il faut d'abord dire que les inégalités telles que nous les vivons, donc que ce soit les inégalités socio-économiques et les inégalités spatiales, font en sorte que au niveau des populations,
qui doivent normalement bénéficier des services publics essentiels pour développer des capacités à se prendre en charge, à créer de la richesse, n'arrivent plus à avoir ces capacités-là. Donc, l'accès à l'éducation leur permet d'avoir donc les outils nécessaires donc, qui peuvent leur servir donc, pour développer des capacités et créer donc de la richesse. L'accès à la santé leur permet d'être en bonne santé. Donc, une politique, l'accès à l'alimentation, bien sûr, c'est pour qu'ils aient l'énergie pour pouvoir travailler. Donc, des politiques sociales qui ne sont pas à même de leur permettre d'avoir accès donc, à ces services-là, font en sorte que bon, ces populations-là sont un peu délaissées, ce qui fait que la promotion d'une croissance économique décente, durable dans les pays donc, du Sahel devient donc inutile, en fait, elle devient insuffisante. Et donc, il faut dire que ces inégalités, si elles persistent, auront pour effet donc de réduire la croissance au niveau de nos États, avec l'exclusion donc de certaines populations des secteurs productifs parce qu'elles n'ont pas les capacités donc d'investir ces secteurs. De même, une population qui est marginalisée, donc qui n'arrive plus à avoir accès aux services publics, qui relève donc de la prérogative donc de l'État, ou si vous voulez des fonctions régaliennes de l'État, cette population-là, pour survivre, va développer des circuits informels qui vont venir empoisonner donc le circuit formel et l'environnement des affaires. Et ce circuit-là va se manifester donc par l'insécurité, parce que ça sera des no man's land que les populations, les communautés vont créer pour pouvoir survivre et se protéger. Et ces populations vont faire du trafic de tout genre, mettre en place des marchés noirs, développer la corruption et puis, bon, j'allais dire faire l'apologie de la violence. De plus, au niveau de la fiscalité, si le modèle de croissance n'est pas revu, parce qu'actuellement, nous avons des modèles de croissance basés sur l'exportation des produits bruts, donc des matières premières que nous ne transformons pas, qui vont aller dans les pays dits développés ou industrialisés, qui vont les transformer et nous les renvoyer peut-être 5 fois ou 6 fois le prix. Et ça fait que, bon, finalement, il n'y a pas la valeur ajoutée par rapport à ces produits que nous, ou à ces matières premières que nous avons là, n'est pas aussi élevée. Donc, du coup, on passe le temps à tendre la main. Et je sais que le docteur est un peu revenu là-dessus. Vous savez, quand on demande l'aide publique au développement, nous, au niveau du CERA-FP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de questionner l'efficacité de cette aide publique au développement. Depuis plus de 60 ans, sinon 65 ans, on a la main tendue. Mais aujourd'hui, les résultats de cette aide-là sont mitigés. Il faut qu'on le reconnaisse et il faut que nous puissions développer des stratégies endogènes pour dire comment nous-mêmes nous portons notre propre développement, comment nous finançons notre propre développement. Et ça, c'est des mécanismes assez importants. Maintenant, il faut que ces mécanismes-là puissent être des mécanismes inclusifs, puissent faire en sorte que toutes les femmes, que tous les hommes et que tous les acteurs qui sont à même de participer au développement de nos pays puissent être engagés sur le même pied d'égalité et à la même hauteur. Ça, c'est voilà, un peu ce qu'il faut dire par rapport à la responsabilisation même de nos dirigeants. Il nous faut également des politiques qui sont assises sur nos réalités. Donc, ces politiques-là viendront, j'allais dire, adresser les aspirations les plus profondes de nos populations que de faire du copier-coller ou bien que de suivre des conseils de techniciens ou d'assistants techniques qui ne connaissent pas très bien nos réalités. Donc, il faut que nous-mêmes, nous commençons à développer nos propres réalités. Maintenant, par rapport
par rapport aux freins que les inégalités peuvent avoir rapidement, s'il vous plaît. la réduction des inégalités, de la pauvreté et accentuer les fractures au sein de nos sociétés, il faut dire que déjà, en tant qu'économiste, une croissance économique ou une réduction de la pauvreté est avant tout basée sur des populations bien instruites, en bonne santé et bien nourries. Ça, ce sont vraiment les éléments qu'il faut remplir au niveau de la population. Et tous ces éléments-là qui donnent donc des capacités de se réaliser, de se construire, en un mot, de travailler, de créer de la recherche et de rendre la communauté prospère. Et l'investissement public, justement, dans ces secteurs essentiels pour permettre aux populations d'être en possession de ces capacités-là de production participe à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Une défaillance, donc, dans la fourniture des biens et des services donc, aux populations, occasionnant un accès inégal à ces services publics, accentue ou freine la réduction des inégalités socio-économiques. De même, un système fiscal qui est pensé avec un fonds de corruption et de fraude réduit le pouvoir d'achat, non seulement des ménages, mais aussi limite leur accessibilité aux biens vitaux et surtout les empêche d'investir et de créer de la richesse. Donc, cette situation conduit à une frustration des communautés marginalisées. Et comme on aime à le dire, un peuple marginalisé, c'est un peuple qui est appelé à se révolter, qui vont s'exposer donc volontiers à toutes sortes de travaux illicites pour pouvoir survivre. Et justement, ces mots viennent matérialiser la fracture entre les sociétés, où règneront désormais la violence parce que les conflits intercommunautaires ou interrégions vont commencer à se creuser parce que les autres vont nourrir le sentiment de rejet de l'État qui ne se préoccupe pas d'eux. Et les autres vont nourrir le sentiment de domination de ces populations-là qui sont laissées pour compte. Et donc, c'est un peu ces éléments-là. Voilà. Avant de passer peut-être la parole au prochain panéliste, Monsieur Douagnon, je vais juste vous demander, justement, au Burkina Faso, on a une crise sécuritaire qui s'est accélérée ces 3 dernières années. Quel est finalement l'impact, la conséquence de cette crise sécuritaire sur l'économie, mais aussi sur les inégalités? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'on arrive à quantifier l'impact justement de cette crise sécuritaire? Oui, dire qu'il y a des études, oui, des études, on va dire, exploratoires, oui. Parce que, bon, aujourd'hui, il est évident que la crise sécuritaire a une dimension économique. Donc, ce qui veut dire que les causes même du terrorisme au Burkina sont aussi, il y en a d'économie. Et donc, il faut pouvoir adresser, en même temps qu'on apporte une réponse militaire, mais aussi adresser une réponse économique donc, à la sécurité. Donc, c'est de développer des infrastructures routières, de rétablir la présence de l'État et les services donc, de fourniture des biens et services publics dans les zones où l'État s'est un peu retiré, voilà, et aussi rétablir l'autorité de l'État. Donc ça, c'est la première des choses. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 35% du territoire qui est hors de contrôle de l'État central. Donc, ce qui veut dire que quelque part, il faut que ces populations sont laissées à elles-mêmes. Donc, il faut encore travailler à repositionner ces populations, à financer des activités agricoles, des activités de génération de revenus, et même à leur donner des intrants, donc des outils pour pouvoir donc produire et se nourrir. L'autre aspect qu'il faut aussi souligner, c'est que la crise sécuritaire est venue réduire la marge de manœuvre de l'État par rapport donc au financement des services sociaux. Donc, il y a eu un certain effet d'éviction des dépenses publiques en faveur de la défense de la sécurité par rapport donc aux services sociaux de base. C'est-à-dire, vous prenez par exemple aujourd'hui, on est à autour de 20% du budget de l'État qui est alloué à la défense et à la sécurité.
alors, bon, voilà, alors qu'on n'a pas assez de ressources et on a beaucoup d'écoles qui ont été vandalisées, on a beaucoup d'écoles qui ont été fermées. Et si on doit travailler au retour, cela nécessite également des ressources. Donc, actuellement, je crois que le gouvernement a quand même pris la mesure de la chose. Donc, ce qui est en train d'être fait, c'est qu'on veut maintenant financer la guerre par la contribution volontaire des citoyens et non pas par la voie de l'impôt. Donc, c'est un peu dans ce sens qu'on va. Et maintenant, le budget est réparti de façon équilibrée pour pouvoir, en même temps qu'on est en train d'engager des victoires sur le terrain du terrorisme et de récupérer des localités, qu'on puisse établir également des services. Merci. Merci beaucoup, M. Douagno, pour ces éclairages sur le Burkina Faso. Ma prochaine question est pour Mme Zahra Issa Abdou du Niger. Justement, à partir de votre expérience, Madame, pensez-vous que les inégalités limitent de certaine manière la participation de groupes, particulièrement les femmes et les jeunes? Et en quoi les inégalités concernant les jeunes et les femmes alimentent le sentiment d'injustice et les tensions et mettent à mal le contrat social dont on parle et les relations entre les groupes de population? Et surtout, quel peut être le rôle justement des femmes et des jeunes dans les politiques de réduction des inégalités? Madame Zahra. Merci, Babacar. Merci, Babacar. Et bien sûr que les inégalités, comme on appelle ça, limitent la participation du groupe, particulièrement les femmes et les jeunes. Et ces inégalités-là alimentent le sentiment d'injustice et de tension. Et nous avons l'exemple de Boko Haram, quand vous prenez dans la partie de l'Est du Niger, où, comme on appelle ça, les éléments de Boko Haram, quand vous prenez, ça a commencé avec le jeu. Et les femmes sont, quand vous rentrez dans le détail, vous allez voir que les femmes sont plus sont complices de cela. Et moi, c'est ma région. J'ai grandi là-bas, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. J'ai vu que vivent les femmes dans cette localité et les femmes qui n'ont pas accès à une éducation, à l'éducation, elles n'ont pas accès aux services sociaux de base. Ça fait que, comment on appelle ça, vous vous sentez très, très marginalisé. Du coup, vous allez vous révolter. Ça fait que les jeunes et les femmes de leur propre pays, et puis ça, c'est ce qui forme et qui amène tous ce problème de terroristes et consorts. Et si vous prenez aussi du côté de, comment on appelle ça, le rôle que les femmes peuvent jouer, moi je dis que Oui. le rôle d'abord, les femmes et les jeunes d'abord doivent s'imposer. Parce que des fois, les droits, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Des fois, il faut forcer les choses. Est-ce que vous voyez? Il faut que les jeunes et les femmes sortent de leur position de victime, d'accord, et se disent que nous sommes une opportunité pour ce pays. Nous faisons partie intégrante de la population de ces pays-là. Nous ne devons pas être laissés pour compte. Est-ce que vous voyez? Mais aussi, comment on appelle ça? Non seulement c'est, comment on appelle ça? Non seulement s'affirmer, s'imposer, mais aussi elles ne doivent pas les faire à moitié. Elles ne doivent pas les faire à moitié. On nous a mis, notre contexte socio-culturel a fait que la femme est dans un carcan, on l'a mis dans son carcan. Elle doit sortir de ça là pour s'ouvrir au monde et pour s'ouvrir, comment on appelle ça? Merci. Oui, on ne vous entend plus. Madame Zahra, est-ce que vous n'allez pas enlever la caméra parce qu'on a du mal à vous entendre? Le son se dégrade. On n'a pas entendu la fin de votre propos. Peut-être juste enlever la caméra pour avoir peut-être une meilleure connexion. Désolée, d'accord. Oui. Voilà, allez-y. Sur la fin, on n'a pas bien entendu. Et ma connexion est trop instable. Oui. D'accord. Je disais que, comment on appelle ça? Et finalement, les jeunes les femmes doivent s'engager ou se battre. Allez-y. Oui, oui. Ah, oui,
arracher les leurs droits. femmes doivent s'engager, se battre pour avoir leur place dans la société, oui, pour avoir leur place. Merci. Merci, Madame Abdou. Alors, ce deuxième tour de table, on va finir avec Seynabou. Seynabou, la question est la suivante finalement. La discrimination à l'égard des femmes sahéliennes est souvent évoquée dans toutes les sphères de la société. Et je pense que Madame Abdou en parlait tout à l'heure aussi. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad comptent notamment parmi les pays où le taux de mariage précoce est le plus élevé au monde. On parle de 76% par exemple pour le Niger. Et des pratiques sont souvent corrélées aux inégalités socio-économiques. Et les femmes sont également insuffisamment protégées contre les violences qui leur sont faites et l'absence justement de législation sur les violences domestiques, quelque part légitime, trop souvent ces pratiques. Et il y a la question des mutilations génitales féminines qui sont criminalisées, mais les lois sont souvent peu appliquées dans ces pays-là. Et au Mali, par exemple, 9 femmes sur 10 en ont été victimes, mais on se rend compte que la loi n'est pas appliquée. Mais finalement, quand on voit ces situations, comment renforcer la protection des jeunes femmes et des jeunes filles au Sahel? Seynabou. Alors, renforcer la protection des jeunes femmes et filles au Sahel face à tout ce que vous venez d'énumérer, donc les discriminations de genre, les inégalités socio-économiques, les violences basées sur le genre est essentiel pour promouvoir l'égalité des sexes, améliorer leur bien-être et rendre surtout possible un développement durable et inclusif. Et voici quelques actions qui pourraient être entreprises pour atteindre cet objectif. Le premier d'entre eux, je vais paraphraser un des principes féministes, rien pour nous sans nous, pour dire que rien ne peut être fait pour les populations, particulièrement les femmes et les filles, sans elles. Les réflexions et actions sont les principales concernées, ne serviront pas à grand-chose. La deuxième chose, c'est la déconstruction des stéréotypes de genre et des habitudes, coutumes et comportements sexistes. Il y a aussi l'implication des États sahéliens à travers le respect de leurs engagements internationaux en matière de genre et le renforcement des politiques et cadres juridiques sensibles à la justice de genre. Je parle bien sûr au-delà des engagements internationaux, de la législation et de l'application des lois. Donc, mettre en place des lois solides pour protéger les droits des femmes et des filles, y compris des lois contre les violences basées sur le genre, le mariage précoce et forcé, la discrimination de genre et surtout assurer une application efficace de ces lois avec des sanctions appropriées. La sensibilisation et l'éducation. C'est important de sensibiliser les communautés, les familles, les écoles, les institutions sur les droits des femmes et des filles, les conséquences des discriminations de genre et les violences basées sur le genre. Parce que la promotion de l'éducation des femmes et des filles favorisera leur autonomie et leur émancipation. Il y a le renforcement économique, mettre en place des programmes d'autonomisation économique, mais surtout avoir un écosystème favorable, inclusif, qui puisse leur permettre d'avoir les mêmes accès aux emplois, à l'entrepreneuriat, aux facteurs de production. Une tolérance zéro pour toutes les formes de violence basées sur le genre. Ensuite, le soutien aux victimes de violences basées sur le genre quand ça arrive à travers l'établissement de services d'aide et de soutien aux victimes, disons plutôt aux survivantes, tels que des centres d'accueil, des lignes d'assistance, des programmes de réhabilitation physique et psychologique. L'important, c'est de briser le silence et de lever le tabou sur ces questions. Ensuite, interagir avec les masculinités positives, c'est-à-dire engager les hommes et les garçons dans la lutte contre les discriminations de genre et les violences basées sur le genre, en les sensibilisant surtout sur les rôles et les responsabilités partagées pour promouvoir l'égalité des sexes et l'importance que ça a dans leur développement à eux et pour un développement inclusif. Le renforcement des capacités, non pas seulement des femmes et des filles, mais aussi des acteurs locaux, y compris les forces de l'ordre, les agents de la santé, les enseignants, les travailleurs sociaux, pour mieux identifier, signaler et prendre en charge les cas de violence basée sur le genre. Il y a une approche synergique, systémique et inclusive qui est indispensable
en renforçant la coordination entre les gouvernements, les communautés, les organisations de la société civile et les organismes internationaux pour mettre en œuvre non seulement les politiques, mais aussi des programmes efficaces de protection des femmes et des filles, mais surtout de prévention. Je dirais aussi qu'il est important de mettre l'accent sur la recherche et la collecte de données. C'est important de produire des évidences pour porter des plaidoyers forts, mais surtout pour permettre aussi d'avoir des politiques qui puissent mieux être orientées sur les interventions contre les violences basées sur le genre et renseigner aussi les inégalités socio-économiques. Mes 3 derniers points seront l'intégration de l'égalité de sexe, une intégration systémique inclusive dans toutes les politiques, dans toutes les actions, dans tous les plaidoyers, en prenant en compte l'éducation, la santé, l'économie, la politique, pour garantir le fait que les femmes et les filles puissent bénéficier des mêmes opportunités que les hommes et les garçons. Donc, c'est une question de volonté politique basée sur l'équité et l'égalité. La participation des femmes dans les instances de prise de décision, mais surtout dans les instances dirigeantes de maintien de la paix. Et enfin, renforcer le leadership féministe et aussi des groupes les plus vulnérables, à savoir les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap. Il faut dire que ces actions donc prévoient, comme je l'ai tantôt dit, une approche intégrée, globale et holistique, impliquant le gouvernement, la société civile, les institutions globalement, les organisations internationales et les communautés locales pour créer un environnement sûr et égalitaire pour les jeunes femmes et filles du Sahel. Mais Seynabou, il y a aussi une dimension, une question qui revient souvent, c'est le fait qu'il y a des pratiques qui sont interdites, criminalisées, et souvent on se rend compte que dans la pratique, justement, les lois qui ont été prises pour combattre justement ces pratiques-là, elles sont peu appliquées. Et je vois que la question des mutilations génitales revient souvent comme question dans la région, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la loi s'applique dans sa rigueur? Alors, il y a la question des mutilations génitales féminines, mais il y a aussi la question du viol et des agressions sexuelles. Cette culture du viol, elle est ancrée en fait dans la société. Et c'est pour ça que mon deuxième point était la déconstruction des stéréotypes de genre, des habitudes, des coutumes et comportements sexistes. Ces questions ne vont pas simplement être réglées au niveau de la loi, au niveau des règlements ou de la justice, mais il y a une déconstruction sociale que l'on doit faire dans la transmission que l'on fait de nos cultures, dans la transmission que l'on fait dans les interactions entre les filles et les garçons, et aussi à un certain moment dans l'éducation, l'instruction que l'on donne, donc l'autonomie aux filles et aux femmes. Et il y a un point important dans nos communautés, particulièrement dans le Sahel, qui est une zone assez avec en fait des groupes religieux assez importants, c'est que autant ces communautés-là, particulièrement les femmes et les filles, doivent être renforcées, instruites en français ou dans d'autres langues pour leur permettre de vivre en communauté, il est important aussi qu'elles puissent être renforcées dans les textes religieux, dans les religions, pour que en fait ces barrières, dans lesquelles, bien derrière lesquelles les gens se cachent en général pour justifier certaines choses puissent être levées parce qu'elles n'ont aucun sens d'être. Donc vraiment, le travail, c'est au niveau de la société plus qu'au niveau de la justice, parce qu'au-delà de l'application rigoureuse de la loi, qui doit certes être le premier pas non négociable, il y a en fait tout ce qui est conception de la société, tout ce qui est regard de la société, et les derniers événements au Sénégal me le montrent amplement. D'accord, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant aux questions des participants, mais je reste avec vous, Seynabou, parce qu'il y a une question qui m'a beaucoup interpellé, et ensuite je pourrais la poser aussi aux autres panélistes, c'est de savoir finalement, est-ce qu'on recueille justement le point de vue de ces cibles? On a parlé des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap, comme étant les personnes les plus assujetties justement aux inégalités et autres, mais est-ce que
on leur demande justement leur perception, leur avis sur la manière justement de combattre ces inégalités. Est-ce qu'on recueille finalement leurs sentiments sur cette question, parce que ce sont les cibles les plus touchées justement par ces inégalités-là? Est-ce qu'il y a des enquêtes, par exemple de Oxfam, qui, à la base, qui va carrément interroger et échanger et voir la manière finalement dont ces cibles-là, qui sont les plus touchées par les inégalités, pensent et comment elles trouvent des solutions aussi pour pouvoir surmonter ces inégalités-là d'une manière? Alors, si cette question concerne Oxfam, oui. Pour Oxfam, nous ne pouvons pas travailler pour les cibles sans pour autant qu'elles ne soient au début, donc au niveau de la réflexion, durant la mise en œuvre du projet et au niveau de l'évaluation. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a une des bases de notre travail, c'est un des principes féministes, rien pour nous sans nous. Nous ne pouvons rien faire sans que ces cibles-là soient impliquées. Mais comme je l'ai dit, c'est un des défis aujourd'hui qui fait que nous faisons face encore à autant d'injustices, particulièrement les inégalités de genre, parce que autant les États que beaucoup d'autres acteurs sur le terrain n'impliquent pas vraiment les cibles. Donc, qui sont d'ailleurs les acteurs de changement. Parce que sans eux, non seulement les actions que nous mettons en œuvre ne peuvent pas être implémentées de manière idoine, mais surtout si elles-mêmes ne s'approprient pas de ces actions, de ces idées, de ces plaidoyers, elles ne peuvent pas prospérer. Donc, effectivement, il est impératif que les femmes, les filles soient au cœur, soient au centre des réflexions, des actions, des projets, des plaidoyers. Sans cela, nous ne pouvons pas y arriver. Et Merci. pour faire cela, rapidement, juste pour faire cela, comme je l'ai dit, il faut que les femmes soient à des niveaux de décision. Il faut qu'elles intègrent en fait des postes de décision. Il faut qu'elles intègrent les espaces de travail, de réflexion, de prise de décision et aussi les espaces de maintien de la paix. Merci beaucoup, Seynabou. Alors, Madame Abdou, aussi la même question, mais de votre expérience et de votre point de vue du Niger. Justement, est-ce que vous, dans votre travail au quotidien, est-ce que vous sentez que justement les personnes qui sont les cibles justement de ces inégalités-là sont entendues, sont écoutées? Et est-ce qu'on leur demande aussi comment justement arriver à surmonter ces inégalités-là et quelles sont les propositions voilà, d'une certaine manière qu'elle propose pour justement sortir de ces inégalités-là? Madame Abdou. Oui, Monsieur Babacar, donc à notre niveau, nous pensons que vraiment les femmes sont suffisamment et les jeunes sont suffisamment impliqués sur la question des inégalités, comment elles les vivent, comment elles les ressentent. Et aujourd'hui, il y a comment on appelle ça, aucune action ne peut être prise au niveau communautaire sans pour autant l'implication de à la base. Donc nous, dans tout ce que nous faisons, d'abord, nous faisons un diagnostic au niveau communautaire. Donc, ce sont à travers cela que nous arrivons à incuber nos projets et afin de les mettre à... Alors, on perd la qualité du son, Madame Abdou. Est-ce que vous nous entendez? On a du mal à vous entendre. Oui, je vous reçois. Oui, on a du mal à vous entendre. Allô? Le son coupe par moment. Allez-y. Oh là là. Donc, vous m'entendez maintenant? On vous écoute. D'accord. Oui, on vous entend. Je disais qu'en tout cas, à notre expérience, les femmes et les jeunes sont suffisamment impliqués parce que là, au niveau communautaire, nous, on ne peut rien faire sans pour autant demander l'avis des communautés. Ce sont leurs idées qui alimentent, comment on appelle ça, nos actions et nos activités, nos actions. Et que nous pensons que les femmes, ce que nous disons vraiment, c'est ce que les femmes ressentent. C'est vraiment basé sur nos expériences terrain et sur les expériences de travail avec les femmes et les jeunes. D'accord. Merci beaucoup, Madame Abdou. Alors, une autre question des participants pour Dr Gilbert, c'est la question de la gouvernance, justement, dans les États du Sahel. On nous dit que dans cette question que la question de la gouvernance, justement,
constitue le premier facteur d'aggravation justement des inégalités parce que il y a cette question de la mauvaise gouvernance ou la bonne gouvernance des ressources, si c'est le cas, mais aussi des ressources, mais aussi la distribution et l'équité. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette question de la gouvernance qui peut être un facteur justement d'aggravation des inégalités dans les pays du Sahel? Dr Gilbert. Dr Gilbert, vous m'entendez? Apparemment, il y a un petit souci avec Dr Gilbert. Donc, Monsieur Doagno, peut-être que vous pouvez répondre à cette question aussi sur justement la question de la bonne gouvernance des ressources naturelles et aussi d'une manière générale la question de la gouvernance, justement, qui peut être un facteur d'aggravation des inégalités quand elle n'est pas au rendez-vous. Merci beaucoup. Ce qu'il faut dire, hein, c'est que moi, je vois un peu la question des inégalités ou la lutte contre les inégalités comme un combat contre les injustices et les structures injustes. Et justement, revenant aux ressources publiques qui peuvent donc être mobilisées pour lutter contre ces injustices et ces structures injustes, la question de la gouvernance est centrale. Elle est centrale parce que effectivement, si ces ressources qui sont par définition donc le patrimoine du peuple qui doit donc être utilisé pour le peuple, si ce n'est pas bien géré, bien gouverné, justement, on va donc être devant un constat donc d'accentuation des inégalités ou des injustices. Et justement, au Burkina, nous avons deux exemples et je suis sûr que dans les pays du Sahel également, il y en a. Quand vous prenez, chez nous, nous avons le boom minier depuis 2008, où la production d'or a connu en tout cas un boom assez intéressant et alimente, j'allais dire, relativement bien le budget de l'État. Mais l'exploitation justement de ces ressources minières-là, dès le début, n'avait pas été bien encadrée. Ce qui avait fait que les populations étaient face à des chocs et l'État n'intervenait pas, ne pouvait pas intervenir à travers donc, les recettes minières qu'il collectait pour pouvoir donc, j'allais dire, amortir le choc de ces chaos-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que en 2015, avec un ensemble d'organisations de société civile dont le CERA-FP fait partie, a milité pour que dans le code minier, il y ait ce qu'on appelle un fonds dédié donc au développement local. Donc, on appelle le Fonds minier pour le développement local, FMDL. Et ce fonds minier-là, justement, sa gestion, c'est pour répondre donc à des actions alternatives au niveau donc des communes sites miniers, mais aussi au niveau des autres communes, parce qu'il y a le principe de solidarité qui est dedans, qui gouverne donc ce fonds. Donc, ce qui fait que de par ce fonds, on arrive quand même à délivrer ou à fournir des biens et services à la population au niveau même des collectivités territoriales. Aussi, il faut dire que dans nos États, la gestion budgétaire qui doit suivre donc une orthodoxie bien définie et remplir donc ce qu'on appelle inefficacité et inefficience ne suit pas toujours. Nous avons beaucoup, nous avons à un moment donné dit que la corruption, c'était la chose la mieux partagée au pays. Parce que quand l'État prévoit 100 francs pour investir dans la région du Sahel ou dans la région du Centre-Nord, au final, à travers les canaux d'acheminement, c'est 1 franc qui arrive au véritable destinataire de ces 100 francs. C'est-à-dire que les 99 francs se sont perdus entre-temps en route et on ne sait pas c'est qui a retenu donc ces 99 francs. Donc, ce qui veut dire que la gouvernance, si on doit permettre quand même que 70% de ces 100 francs ou 70 francs de ces 100 francs puissent arriver au bénéficiaire final, ce serait vraiment bien pour pouvoir réduire les inégalités au niveau même des localités. Donc, les projets également
et qui sont gérés au niveau central. Si ce n'est pas implémenté au niveau donc des localités, du coup, on a une part infime qui arrive au niveau de ces localités-là. Et ça, c'est vraiment des éléments qui creusent les inégalités. Merci, monsieur Douanier. Il y a une question aussi que vous avez adressée. Elle est la suivante. Au Burkina Faso, avec la lutte contre les groupes armés, le gouvernement sollicite les contributions aux efforts de guerre. Nous semble indiquer que beaucoup de ressources financières sont orientées justement vers la sécurité du pays. Mais est-ce que cela ne va pas contribuer à terme à creuser les inégalités dans les services sociaux de base qui doivent être distribués dans le pays? Monsieur Douanier. Oui, non, la question, actuellement, c'est vrai qu'on a connu le phénomène depuis 2016 sous le régime Roch, où la loi de programmation militaire qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale donnait le cutus au gouvernement d'allouer le maximum de ressources à la défense et à la sécurité, eu égard de cette situation sécuritaire difficile. Mais avec l'arrivée de la transition qui est en cours, parce qu'il y a eu 2 transitions en 2022, mais la transition actuellement en cours, il y a eu quand même une réflexion qui a été menée, c'est-à-dire de financer les efforts de sécurisation et de récupération du territoire par les contributions. Bon, avant, on disait l'effort de guerre, mais aujourd'hui, on est passé à l'effort de paix pour quand même embellir ça un peu. Et ce sont ces contributions-là qui sont utilisées pour permettre aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie d'avoir les équipements et de pouvoir se prendre en charge donc dans le cadre de leur mission de sécurisation du territoire. Donc, en juin, il faut dire qu'on a pu mobiliser au titre de ce fonds de soutien patriotique-là, qu'on appelle le fonds de paix, un montant d'environ 20 milliards. Et ce montant-là va être donc réparti pour pouvoir gérer. Maintenant, au niveau du budget global de l'État, il y a aussi des attentes fortes parce que l'insécurité a creusé. Par exemple, les populations qui sont déplacées sur le territoire national ont des besoins éducatifs, ils ont des besoins en santé, ils ont des besoins en eau potable et en alimentation. Et donc, il faut déployer tout un mécanisme, toute une machine pour pouvoir les prendre en charge. Donc, du coup, on a augmenté, parce que dans les missions de la transition, dans la feuille de la transition, il y a donc la réponse à la crise humanitaire qui est mise en avant-plan. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train vraiment de tout faire pour ne pas toucher au budget consacré aux services de base, mais vraiment travailler à consolider ce qui est déjà, en attendant que, bon, il y ait des horizons plus favorables. Merci. Merci beaucoup, M. Douanier. Docteur Gilbert, est-ce que vous nous entendez toujours? J'ai perdu le fil des interventions, mais j'ai pris le train en marche avec. D'accord. Alors, je voudrais que vous puissiez réagir sur la question justement de la gouvernance, une question qui est revenue dans les questions des participants. Justement, la gouvernance comme un facteur pouvant aggraver les inégalités au Sahel. Et finalement, quelles sont les solutions à adopter pour créer une bonne gouvernance, surtout des ressources naturelles? Oui, la gouvernance ou la mégestion, c'est vraiment les talons d'Achille de nos pays et notamment pour ce qui concerne le Tchad. Il y a surtout, je ne sais pas quelle est la situation d'un pays en transition comme le Burkina, mais pour ce qui concerne le Tchad, la transition comporte beaucoup de risques en matière de gestion de ressources qu'on aurait pu affecter pour lutter contre les inégalités parce que il y a un très faible contrôle, très faible imputabilité et redevabilité parce que au nom de la transition, les leviers classiques de contrôle ne fonctionnent pas. Vous avez entendu des cas de détournement de recettes importants au niveau de la Société nationale des hydrocarbures. Plusieurs
milliards de CFA ont été détournés par des individus et le contexte d'impunité aidant, personne n'a été puni. Et donc, du coup, cela constitue un réel sujet de préoccupation. Donc, pour lutter contre la malgouvernance, il faut habiliter. Je suis l'un des acteurs qui croit en la société civile. Il faut habiliter les organisations de la société civile dans le cadre de la coopération décentralisée aussi, faire en sorte que réorienter directement par communes ou bien qui auprès des populations arrivent à promouvoir la transparence, la bonne gouvernance, et de ce point de vue, on peut limiter les dégâts et puis renforcer l'état de droit à travers l'indépendance de la justice ou des magistrats formés qui peuvent être des champions en matière de lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics, ce qui n'est pas évident. Mais moi, je vois là quelques axes de renforcement de l'état de droit à travers la formation de quelques champions, le renforcement des organisations de la société civile engagées dans la promotion de la transparence et la bonne gouvernance à l'échelle locale et nationale, des organisations impliquées dans la lutte contre la corruption. De cette manière, on peut, un tant soit peu, aider à limiter les dégâts, mais je pense qu'il y a véritablement un déficit de confiance entre les élites, les dirigeants et les populations. Merci beaucoup, docteur. Et nous arrivons au quatrième temps, et le dernier temps justement de cette discussion, avec une question directe pour chacun de nos panélistes. On l'a dit en début de table ronde, que nous allons vers le forum régional justement sur les inégalités au Sahel, organisé par Oxfam, sur le thème combattre les inégalités pour un Sahel prospère, en sécurité et où règne une gouvernance vertueuse. Ce choix qui dépend de nous. Et ce forum aura lieu les 11 et 12 juillet à Dakar. J'aimerais que vous disiez, chacun à tour de rôle, quelles sont justement vos attentes concernant ce forum sur les inégalités. On va commencer avec Madame Abdou. Quelles sont vos attentes concernant ce forum sur les inégalités? Madame Abdou. Merci, M. Babacar. Vous me recevez? Vous me recevez? Très bien, allez-y. D'accord, merci. Babacar. Donc, notre de ce forum-là, c'est d'avoir des solutions qui vont vraiment contribuer de façon très significative à la réduction des inégalités au Sahel, surtout et particulièrement les inégalités à l'endroit des femmes et des jeunes. Voilà. Merci. Monsieur Douagno, la même question aussi. Quelles sont vos attentes par rapport à ce forum qui va avoir lieu dans quelques jours à Dakar? Merci beaucoup. Je crois que de façon ramassée, il faut dire que la première attente par rapport à ce forum, c'est que nous puissions nous conscientiser, nous puissions nous sensibiliser sur l'importance des inégalités dans la région du Sahel. Donc, faire un diagnostic assez posé pour pouvoir donc engager des actions. Deuxième attente, c'est aussi d'identifier le rôle de chaque acteur dans la réduction des inégalités au Sahel. Donc, qu'est-ce qu'on attend de la société civile, qu'est-ce qu'on attend des pouvoirs publics et qu'est-ce qu'on attend, par exemple, des médias et qu'est-ce qu'on attend du secteur privé. Donc, ça, c'est ma deuxième attente. Ma troisième attente, c'est justement de trouver des solutions endogènes, les solutions endogènes qui sont propres à nos États, qui sont propres à nous-mêmes, pour que nous puissions aussi tenir nos gouvernants responsables et que nous puissions aussi nous tenir responsables, parce que ce n'est pas une lutte qui incombe à un seul acteur, mais c'est une lutte d'ensemble. Et j'ai aimé le fait que la lutte contre les inégalités
doit normalement épouser une approche synergique, mais aussi systémique. Il faut que ça soit dans les systèmes qu'on pourra arriver à cela. Et peut-être même qu'on parle au nom des populations qui vivent ces inégalités, mais qui n'en sont pas, en fait, qui n'en sont pas conscientes. Donc, il faut aussi qu'on travaille à cette sensibilisation pour que ces populations qui vivent ces inégalités soient conscientes. Donc, voilà un peu mes attentes par rapport à ce forum. Merci beaucoup, M. Doagno. La même question aussi à Dr Gilbert, vos attentes par rapport à ce forum qui aura lieu dans quelques jours à Dakar. OK, très rapidement, revisiter par exemple les axes stratégiques d'intervention pour lutter contre les inégalités au Sahel, que ce soit à partir de la perspective de Oxfam à l'issue de cette étude sur les inégalités, identifier des priorités par rapport aux actions à mener, actions de plaidoyer, actions à la base, essayer d'étudier les conditions de renforcement des synergies entre les organisations ou les acteurs des différents pays du Sahel impliqués dans la lutte contre les inégalités, dans le combat contre les inégalités, que ce soit dans une perspective d'une plateforme ou d'une coalition des acteurs du Sahel en lutte contre les inégalités, parce que au stade actuel, au niveau de chaque pays, il y a des actions, mais on peut avoir une approche plus régionale dans ce sens-là. Et enfin, moi, je vois à travers ce forum une opportunité de partage d'expériences et de bonnes pratiques au niveau des stratégies de plaidoyer, de lutte contre les inégalités. Merci beaucoup, docteur. Nous avons pris bonne note de vos attentes. Nous allons finir avec Madame Seynabou pour ses attentes aussi. Seynabou, nous vous écoutons pour vos attentes pour ce forum. Merci beaucoup, Babacar. Alors, en dépit des énormes potentialités, les pays du Sahel font face à des défis socio-économiques qui pourraient être vraiment valablement adressés si les femmes et les hommes avaient les mêmes accès aux mêmes opportunités. Et comme on l'a vu, les indicateurs de genre pour la région restent très faibles, ce qui révèle la présence d'inégalités profondes entre les deux. Donc, pour le forum, j'attends des analyses holistiques, intersectionnelles, basées sur l'inclusion et la non-discrimination, sur les vulnérabilités et risques différenciés par raison de genre, l'impact différencié face aux risques et chocs, que ce soit entre les hommes, les femmes, les jeunes, le milieu rural, le milieu urbain. Donc, vraiment une analyse intersectionnelle, la participation, l'analyse aussi de la participation des différents groupes aux efforts de solution, et enfin l'analyse de l'accès, la représentation et la participation dans des espaces de décision et de pouvoir, afin de produire des pistes de solutions et des plaidoyers forts qui répondront de manière systémique aux défis des inégalités, particulièrement de genre. Ces défis qui plombent les efforts de développement, la sécurité et la stabilité de nos pays. Pour moi, je voudrais vraiment que ce forum soit un call to action pour plus d'équité au-delà de l'égalité. Merci beaucoup, Seynabou, pour ces attentes. Nous arriverons à la fin, justement, de notre table ronde virtuelle. Je vais donner la parole à Madame Ndiaye pour son mot de clôture. Et Madame Ndiaye, vous avez la parole. Merci beaucoup, Babacar. C'était un grand moment d'écoute et de partage avec ce groupe restreint aujourd'hui. Et ça donne, à mon avis, les prémices d'échanges très intéressants pour la semaine prochaine. Face à une telle réalité et autant de rigueur dans l'analyse, on peut d'ores et déjà se prévoir que le forum de la semaine prochaine également sera l'opportunité pour nous de pouvoir dégager
ensemble des axes d'intervention, si ce n'est une stratégie qui sera également holistique et multidimensionnelle à la hauteur des problématiques que nous avons soulevées aujourd'hui. Je pense que l'espace du forum de la semaine prochaine pourrait permettre également de renforcer les partenariats qui existent déjà entre certaines de nos organisations et qui pourraient faire appel aux compétences d'autres organisations qui seront présentes ici pour élargir les bases de connaissances, mais également les expériences dans les domaines clés que nous avons mentionnés. Je pense que la semaine prochaine, nous pourrons ensemble identifier les leviers d'influence qui pourront nous permettre de provoquer des changements durables ou en tout cas de profiter des opportunités qui se présenteraient pour pouvoir provoquer des changements durables dans les domaines et les problématiques du Sahel, et tout en gérant les menaces de manière tout à fait adéquate. Donc, pour nous, il est important de continuer et je suis heureuse que Gilles ait mentionné plus tôt qu'après le forum, il y aura d'autres webinaires. Notre souhait serait de pouvoir avoir un plan d'action qui sera établi, qui pourra permettre de bien suivre les recommandations qui vont sortir des discussions, non seulement d'aujourd'hui, mais également de la semaine prochaine et des webinaires à venir. Donc, encore un grand merci à tous et en vous souhaitant une bonne fin de journée, chacun de là où vous avez participé au call. Encore une fois, je remercie Wati et puis à la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Madame Ndiaye, pour ces mots. Je suis sûr que nous serons nombreux justement à être présents à ce forum de Dakar sur les inégalités. En tout cas, nous, à Wati, nous nous réjouissons vraiment de ce partenariat qui se met en place avec Oxfam et nous souhaitons un plein succès justement à ce forum. Nous voulons aussi remercier les panélistes justement qui ont été mobilisés, qui ont été disponibles pour échanger avec nous tout au long de ces 2 heures de discussion et aussi leurs engagements pour justement changer le Sahel qui est le vœu de tout le monde ici. Comme vous le savez, Wati travaille beaucoup justement sur le Sahel. Nous avons eu beaucoup de programmes sur cette région et nous pensons qu'une mutualisation des efforts est nécessaire pour avoir un changement justement au Sahel. Et donc, nous sommes ravis de collaborer avec Oxfam. Mais comme vous le savez, Wati est une plateforme de débat. Vous pouvez aussi contribuer à Wati en envoyant vos articles et contributions. Vous pouvez aussi faire des dons à Wati pour renforcer justement notre action. Et aussi, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour recevoir chaque semaine toutes nos publications et contenus. Enfin, je finirai par juste vous inviter demain. Nous avons aussi un autre webinaire, table ronde en ligne, cette fois-ci sur un sujet qui est totalement différent. Ce sera sur la rivalité entre les États-Unis et la Chine, mais avec le regard africain et européen. Ce sera demain à 14h GMT, donc vous êtes invité à suivre aussi ce webinaire que nous organisons. Voilà, donc il nous reste vraiment à vous remercier, à remercier tous les participants qui se sont inscrits, qui ont écouté les échanges, qui ont aussi posé des questions pertinentes et remercier tous et toutes qui ont été mobilisés aussi à l'organisation de cette table ronde virtuelle et aussi Madame Meng que vous ne voyez pas à l'écran mais qui a joué aussi un rôle essentiel avec l'équipe de Wati pour que nous puissions organiser aussi cette table ronde virtuelle. Merci beaucoup. Tout à fait. Bonne fin de journée à toutes et à tous et on espère vous retrouver prochainement pour une autre table ronde virtuelle organisée par Wati et Oxfam. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.